Fermez les yeux. Le clac métallique d'un Walkman engloutissant votre compilation maison libère aussitôt l'odeur d'un été 85. C'est le parfum d'une décennie unique, celle de notre jeunesse. Ce son caractéristique, ce petit détail mécanique, suffit à réveiller toute une époque où la musique se transportait, se partageait, se construisait patiemment, cassette après cassette. La France des années 1980, c'était avant tout cette génération nombreuse d'enfants nés sous la présidence de François Mitterrand. Une période où l'optimisme technologique colorait l'horizon d'un pays en pleine mutation. Dans les rues, les francs-colis en jeans délavés traçaient leur chemin, témoins d'une jeunesse qui s'affirmait par ses codes vestimentaires. Les enfants des années 80 grandissaient dans cette France qui oscillait entre tradition familiale et innovation constante. Chaque aspect du quotidien prenait une dimension particulière quand on le vivait à hauteur d'enfant. L'une des révolutions qui a marqué le plus profondément cette jeunesse fut incontestablement l'apparition du Top 50 sur Canal+, le 4 novembre 1984. Soudain, un rituel hebdomadaire s'instaurait dans les foyers français. Le samedi à 18h, c'était le moment sacré. Les familles se réunissaient devant l'écran, magnétoscope prêt à l'enregistrement, pour capturer les clips préférés. On attendait fébrilement de découvrir qui serait numéro 1 cette semaine-là. Les enfants et même les parents improvisant des chorégraphies dans le salon au rythme des tubes de Jean-Jacques Goldman, d'Indochine ou de Michael Jackson. Ce classement musical devint rapidement un langage commun, une référence partagée qui traversait les cours d'école et nourrissait les conversations du lundi matin. Ces moments musicaux ne se limitaient pas à la télévision. L'art de taupiner, comprendre, enregistrer astucieusement depuis la radio était une compétence prisée. Doigt sur la touche, REC, on guettait l'introduction d'un morceau attendu sur Énergie ou Skyrock, espérant que l'animateur ne parlerait pas par-dessus. Une fois capturée, la chanson rejoignait une compilation personnalisée dont on calligraphiait soigneusement la jaquette. Ces cassettes devenaient des trésors, des objets uniques qui racontaient une histoire. Votre histoire. Elle déclenchait aussi les premières négociations familiales lors des longs trajets en voiture qui auraient le droit de choisir la musique pendant le voyage vers les vacances. La réponse variait selon l'humeur parentale et la distance à parcourir, mais ces discussions forgeaient les premiers apprentissages du compromis. Le mercredi, jour sans école, appartenait à la télévision. De Récré A, 2 avec Dorothée avant qu'elle ne migre vers TF1 pour lancer le Club Dorothée. Le 2 septembre 1987, l'écran cathodique jouait le rôle de babysitter électronique. Les parents pouvaient vaquer à leurs occupations pendant que les enfants s'imprégnaient de génériques entêtants qui résonnent encore aujourd'hui dans les mémoires. Salut les musclés, pas de pitié pour les croissants. Autant de refrains qui collaient à la tête et que l'on fredonnait en boucle au grand désespoir des adultes. Ces émissions structuraient mal la semaine, créaient des rendez-vous immanquables, construisaient lentement une culture commune. Parmi les trésors télévisuels de l'époque, certains dessins animés coproduits entre la France et le Japon occupent une place particulière. Les mystérieuses Cités d'Or 1983 ou Ulysse 31 1981 représentaient ce syncrétisme franco-japonais unique qui nourrissait l'imaginaire des enfants. Ces récits d'aventure au graphisme novateur nous transportaient vers des mondes fantastiques. Le générique d'Ulysse 31, composé par Denny Crockett et Ike Egan, ou celui des mystérieuses Cités d'Or par Haïm Saban et Shuki Levy sont devenus de véritables hymnes générationnels. Ces œuvres cultivaient subtilement une sensibilité à d'autres cultures tout en proposant des intrigues complexes qui respectaient l'intelligence des jeunes spectateurs. Entre deux émissions, les publicités s'imprimaient dans les mémoires avec une force surprenante. Qui ne se souvient pas du sac mangeur de BN 1980 qui engloutissait les biscuits au chocolat? On est fou de BN chocolat, scandait la ritournelle. Le cri Tang qui accompagnait cette boisson en poudre orange ou encore la paille Banga qui plongeait dans un océan de fruits, ces images publicitaires traversaient la cour d'école et s'incrustaient dans les conversations. Les enfants reproduisaient spontanément ces slogans, les détournaient parfois dans un premier exercice inconscient de décryptage médiatique. Ces références communes créaient un sentiment d'appartenance, une culture partagée qui dépassait les différences sociales. Dans les cours de récréation justement, les jeux d'adresse régnaient en maître. Les parties de billes avec leurs règles complexes qui variaient d'une école à l'autre, les figures d'élastique aux noms fantasques que les filles maîtrisaient avec dextérité, ou encore la fièvre du Rubik's Cube qui déferla en 1981. Ce petit cube coloré vendu à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde créait des compétitions amicales qui réussiraient à le résoudre le plus vite. Des micro-stratégies d'échange se développaient autour de ces objets ludiques. On troquait une calo contre 2 billes en verre, on échangeait ses secrets pour réussir telle figure d'élastique. Ces négociations enfantines constituaient les premières expériences économiques loin des regards adultes. À la maison, certains jouets prenaient une dimension presque mythique. Les figurines articulées comme les Action Joe, les Big Jim avec leurs accessoires interchangeables ou les circuits électriques qui transformaient le salon familial en piste de course miniature le temps d'un dimanche pluvieux. L'apparition des Game & Watch, ces petits jeux électroniques de poche
lancé par Nintendo au début de la décennie, révolutionna les trajets en voiture. Fini l'ennui des longues routes des vacances. Désormais, on pouvait sauver des parachutistes, parachutes, déplacer des pompiers pour rattraper des personnes sautant d'un immeuble en flammes, fire, ou diriger un petit personnage sautant de liane en liane, jungle. La limitation technique de ces écrans à cristaux liquides n'affichait que des silhouettes préétablies, stimulait paradoxalement l'imagination. L'univers vidéoludique prit une nouvelle dimension avec l'arrivée en France de la Nintendo NES et de la Sega Master System en octobre 1987. La télévision familiale devint soudain un territoire contesté entre les parents qui voulaient regarder le journal télévisé et les enfants impatients de retrouver les aventures de Mario ou de Sonic. Ces consoles domestiques créèrent une nouvelle forme de socialisation. On s'invitait chez le copain qui avait la chance de posséder le dernier jeu à la mode, on échangeait des astuces dans la cour de récréation, on recopiait méticuleusement des codes de triche sur des carnets qui circulaient de main en main. La culture du jeu vidéo prenait racine dans les foyers français, posant les bases d'une industrie culturelle majeure. Parallèlement à cette révolution ludique, la France développait sa propre approche de la connexion numérique avec le Minitel. Lancé en 1982, ce petit terminal à écran monochrome représentait une fierté techno-patriotique. Le téléphone pour parler, le Minitel pour tout faire, clamait la publicité. Les premières connexions s'accompagnaient d'une certaine timidité que cachaient ces mystérieux codes 3615. Les enfants et adolescents jetaient des regards furtifs vers ces services dont l'accès était en principe réservé aux adultes, notamment le fameux Minitel Rose. Mais le Minitel, c'était aussi l'annuaire électronique, la météo, les résultats sportifs, les horaires de train, une forme d'internet avant l'heure, un réseau national qui préfigurait la révolution digitale à venir. L'informatique s'invitait également dans les salles de classe avec le plan Informatique pour tous lancé en 1985, le Thomson MO5 avec son clavier dur et ses touches colorées arrivait dans les écoles. Les écrans verts affichant des commandes basiques intriguaient les élèves qui faisaient leurs premiers pas dans la programmation. Print, Goto, if, ten, ces instructions ésotériques ouvraient les portes d'un nouveau langage. Dans la cour de récréation comme dans la rue, un accessoire emblématique symbolisait les années 80, le coupe-vent Keiwei qui se rangeait dans sa propre pochette banane. Protection efficace contre l'averse impromptue, il était aussi un marqueur social. Les couleurs vives, jaune canari, bleu électrique, rouge vif permettaient de se repérer de loin et d'affirmer sa personnalité. La praticité de cet imperméable léger qui se transformait en banane portée à la taille incarnait parfaitement l'esprit pratique et coloré de l'époque. Le zip caractéristique du Keiwei, son bruissement si particulier lorsqu'on marchait, font partie de cette mémoire sensorielle collective de la décennie. La mobilité prenait également une dimension sonore avec l'avènement du Walkman Sony. Prolongement naturel des cassettes audio si patiemment compilées, ce lecteur portable offrait une autonomie musicale inédite. Pour la première fois, chacun pouvait emporter sa propre bande-son dans la rue, dans les transports, créer une bulle sonore personnelle dans l'espace public. Cette révolution s'accompagnait des premiers débats sur l'isolement que pourrait provoquer cette écoute individuelle. Les parents s'inquiétaient de voir leurs enfants coupés du monde extérieur, absorbés par leur musique. Mais pour les jeunes, c'était une liberté nouvelle, une façon d'affirmer leur goût, de s'approprier l'espace par le son. Les loisirs de plein air n'étaient pas en reste avec l'explosion du bicross et des patins à roulettes de type roller quad. La culture roller disco des fins d'après-midi voyait des groupes d'adolescents slalomers entre les passants sur des rythmes de funk ou de disco. Les genoux éraflés, les coudes écorchés faisaient partie de l'apprentissage. Ces sports urbains s'accompagnaient d'une esthétique particulière. Protection fluorescente, chaussettes montantes, shorts courts, les premiers de skatepark apparaissaient dans les villes françaises, créant de nouveaux espaces de socialisation où se développaient des codes spécifiques, un langage partagé, des figures admirées et reproduites. Au retour de ces activités physiques, le goûter attendait. Moment régressif par excellence, le 4 heures suivait souvent des rituels immuables. Pain beurre chocolat, verre de tang préparé avec l'eau du robinet, tablette carambar géante découpées en portions pour faire durer le plaisir. Les mamans préparaient parfois des crêpes ou des gaufres dont l'odeur embaumait toute la maison. Ce repas intermédiaire rythmait la journée, marquait la transition entre l'école et les devoirs, constituait un moment de réconfort avant la reprise des activités. La simplicité de ces goûters contraste avec les collations industrielles et les préoccupations nutritionnelles actuelles. Pendant les vacances scolaires, colonies et centres aérés offraient une liberté relative, loin du regard parental. Les grands jeux organisés dans les forêts, les veillées contes autour d'un feu de camp, les correspondances entretenues sur des cartes postales écrites au stylo parfumé constituaient des expériences fondatrices. Ces séjours collectifs apprenaient la vie en communauté, le partage, l'autonomie. Ils créaient aussi des souvenirs indélébiles, premier amour de vacances, fou rire dans un dortoir après l'extinction des feux, découverte d'une région inconnue. Pour beaucoup d'enfants, c'étaient les premières expériences prolongées
loin de la cellule familiale. Des moments d'apprentissage social intensif. Sur la route des vacances, justement, certains modèles automobiles ont marqué l'imaginaire collectif. La Peugeot 205, lancée le 24 février 1983, ou la Renault Super 5, incarnait cette France en mouvement. Les départs en vacances vers la Méditerranée, sans climatisation, vitres entr'ouvertes pour créer un semblant de fraîcheur, font partie des souvenirs partagés par toute une génération. L'odeur du plastique chauffé par le soleil, les jeux improvisés pour tromper l'ennui, je vois quelque chose que tu ne vois pas, ou le comptage des plaques d'immatriculation, les cassettes qui défilaient au rythme des départements traversés. Ces voyages familiaux créaient une géographie affective, une carte du pays dessinée par les souvenirs d'enfance. La modernité s'incarnait également dans le développement du réseau ferroviaire à grande vitesse. Le TGV Sud-Est, inauguré en 1981, permettait de relier Paris à Lyon en seulement 2h40. Le bruit caractéristique de la turbine en gare, le plateau repas SNCF avec ses compartiments bien délimités et son dessert sous cloche, la sensation particulière d'être projeté à plus de 250 km/h tout en restant immobile dans son fauteuil. Ces expériences de voyage à grande vitesse modifièrent la perception des distances, reconfiguraient la carte mentale du territoire national. La France semblait soudain plus petite, plus accessible, ses régions plus proches les unes des autres. Certains moments collectifs sont restés gravés dans la mémoire nationale. La demi-finale de la Coupe du monde de football à Séville en 1982, qui opposait la France à la RFA, République fédérale d'Allemagne, constitue l'un de ces instants de communion nationale. La défaite au tir au but après un match d'une intensité dramatique créa un traumatisme sportif qui résonne encore aujourd'hui. À l'opposé du spectre émotionnel, la première fête de la musique, le 21 juin 1982, initiée par Jack Lang, ministre de la Culture, inaugurait une tradition joyeuse qui perdure. Ces deux événements, malgré leurs tonalités émotionnelles contraires, partageaient cette capacité à fédérer, à créer du lien social, à inscrire des souvenirs communs dans la conscience collective. Ces années 80, avec leurs innovations technologiques, leurs rituels quotidiens, leurs événements marquants, ont façonné toute une génération. Les enfants qui ont grandi dans cette décennie singulière portent aujourd'hui en eux ces souvenirs sensoriels, le bruit d'une cassette qu'on rembobine avec un crayon, le goût d'un BN trempé dans un verre de lait, l'odeur du plastique d'une figurine neuve. Cette mémoire partagée constitue un patrimoine immatériel, un ensemble de références communes qui définissent une identité générationnelle. Grandir dans les années 80, c'était évoluer dans un monde en transformation, entre tradition héritée et innovation constante. Cette décennie a posé les fondations de notre société numérique tout en préservant des formes de sociabilité aujourd'hui parfois menacées. Elle incarne paradoxalement à la fois une forme de simplicité perdue et les prémices de notre hypermodernité. Peut-être est-ce précisément cette position charnière qui lui confère aujourd'hui cette puissance nostalgique si particulière.